Emma se regardait dans le miroir de la salle de bain et elle voyait d'abord le bleu sous son œil gauche. Pas un accident. Ce n'était jamais un accident. Son mari avait dit que c'était une leçon, et il l'avait dit devant tout le monde au dîner d'anniversaire. La mère avait ri. Ce rire résonnait encore maintenant, dans ce miroir, dans ce moment de silence où elle comprenait enfin ce qui se passait vraiment. Elle ne vivait pas une vie. Elle survivait en mentant. Elle acceptait des choses qu'aucune personne ne devrait accepter. Et quelque chose en elle, quelque chose d'absolument essentiel, refusait de continuer comme ça. Voici l'histoire de comment elle est partie, de comment elle a construit quelque chose de neuf, de comment elle a appris que la vraie force n'est pas de vaincre quelqu'un, mais de refuser simplement de rester. Cette histoire est une œuvre de fiction. Emma se regardait dans le miroir de la salle de bain, les mains tremblant légèrement, tandis qu'elle appliquait la 3e couche de correcteur. L'échymose était violacée à la base, bleutée sur les contours, étalée sous l'arcade sourcilière comme une preuve mute de ce qui s'était passé la veille. Elle avait vu pire dans les films, mais c'était la première fois que son propre visage portait cette signature. Le correcteur verdâtre d'abord, puis le fond de teint, puis la poudre translucide. Elle travaillait avec la concentration d'une femme qui savait que sa soirée en dépendait. Elle pouvait encore sentir la vigueur du coup, non pas la douleur, qui s'était transformée en une chaleur sourde, mais la surprise qui l'accompagnait toujours. La veille avait commencé banalement, une discussion sur l'argent. Elle avait mentionné combien coûtait le traiteur pour ce soir. Olivier avait dit que c'était du gaspillage. Elle avait répondu que c'était son anniversaire. Il avait dit que ça ne le justifiait pas. Et puis, comme toujours, les paroles avaient monté en intensité, chacune plus coupante que la précédente, jusqu'au moment où elle s'était éloignée de lui dans le couloir et où il l'avait rattrapée. Sa main, ouverte, rapide. Le son avait été pire que la sensation. Elle entendit Olivier dans la chambre qui mettait son costume. Dans 1 heure, les premiers invités arriveraient. 37 ans. Elle avait planifié cette soirée pendant 3 mois. Le traiteur, les invitations, les fleurs. Imaginant que ce serait différent cette année, que quelque chose changerait entre eux. Elle regarda son reflet une dernière fois. L'œil était acceptable maintenant. Personne ne verrait vraiment si elle était prudente, si elle gardait le bon angle, si elle ne parlait pas trop. Olivier entra sans frapper, vêtu d'une chemise blanche impeccable. Il avait déjà changé de visage. Le sien public, le sourire qu'il réservait aux gens qui comptaient. Il la regarda dans le miroir et son sourire s'élargit légèrement. « Tu es magnifique ce soir, ma chérie, » dit-il, et il posa ses mains sur ses épaules. Emma sentit son corps se raidir, mais elle força ses muscles à se détendre. Elle avait appris cette danse. Elle murmura un merci. Olivier l'embrassa sur le cou, une tendresse performative qui rendait son estomac malade, puis il descendit l'escalier. Elle pouvait l'entendre vérifier les détails, le vin au bon endroit, la table impeccablement dressée. Il était déjà en mode hôte parfait. Les premiers invités arrivèrent à 19h30. Des collègues d'Olivier, des amis d'Emma qu'elle n'avait pas vus depuis des mois, la mère d'Olivier, Chantal, avec son rire toujours un peu trop fort. Tout le monde entra avec des cadeaux et des sourires, l'énergie bruyante des gens qui s'attendaient à une soirée agréable. Emma circulait parmi eux, versant du vin, servant les amuse-bouches, jouant le rôle de femme de maison avec une pratique devenue presque invisible. Elle apprit très vite à tourner légèrement son visage quand elle servait quelqu'un. Presque imperceptible, presque naturel. Olivier la touchait régulièrement. Une main au bas du dos, un doigt sur sa nuque, des gestes de possession déguisés en affection. Le dîner progressait sans incident jusqu'au moment où l'éclair passa. Stéphane, un collègue d'Olivier, était penché en avant en parlant quand son regard croisa accidentellement le visage d'Emma. Elle versait du vin, penchée légèrement, et la lumière des chandelles avait trouvé exactement le bon angle pour transformer son maquillage parfait en quelque chose d'insuffisant. Elle vit ses yeux plissés. Elle vit la question surgir dans son expression avant même qu'il ne parle. Son cœur accéléra. Elle attendait qu'il détourne le regard, qu'il ignore ce qu'il avait vu. Mais c'était trop tard. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Stéphane, sa voix portant cette inquiétude particulière des gens qui ne sont pas sûrs s'ils devraient poser la question. Emma posa la carafe lentement, sentant le silence s'installer à table comme quelque chose de vivant. Elle allait répondre. Elle avait une réponse préparée, quelque chose sur la porte de placard, quelque chose d'ordinaire et d'embarrassant. Mais Olivier prit la parole avant elle. « Ah, vous l'avez remarqué ?» dit Olivier, sa voix devenant soudainement plus gaie.
plus amusé. Il se pencha en arrière dans sa chaise, son sourire s'élargissant. C'était une leçon. Il laissa planer ce mot un moment, observant les visages autour de la table. Pour qu'elle apprenne à être utile. Son regard balaya l'assemblée, cherchant quelque chose, de la compréhension, peut-être, ou de l'approbation. Un rire surgit à côté de lui. Chantal, la mère d'Olivier, riait comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. « Oh, Olivier, tu es incorrigible !» dit-elle, les yeux brillants de cet amusement qui voyait peut-être trop, mais choisirait de ne rien voir. Emma resta immobile, la carafe toujours à la main. Elle sentit chaque regard sur elle, certains détournant rapidement, embarrassés. D'autres, comme celui de Véronique, son amie depuis des années, plein d'une horreur silencieuse qu'elle ne pouvait pas dissimuler. Et il y avait un troisième regard, celui des gens qui ne comprenaient pas tout à fait ce qui venait de se passer, qui pensaient peut-être que c'était une blague de mauvais goût, mais une blague tout de même. Emma sentit quelque chose s'éteindre en elle. Non pas une mort dramatique, mais une mort tranquille, intérieure. Elle posa la carafe sur la table avec une précision parfaite et se força à sourire. C'était un sourire parfait. Elle l'avait pratiqué dans le miroir plus tôt, entraîné jusqu'à ce qu'il soit authentique en surface. Complètement mort derrière les yeux. « Excusez-moi un moment, » dit-elle doucement, et elle se leva. Elle se rendit aux toilettes du premier étage, ferma la porte et s'assit sur le rebord de la baignoire. Ses mains tremblaient maintenant, pas de peur, mais d'une rage glacée qui la surprenait par sa clarté. Elle regarda son œil dans le petit miroir. Le maquillage tenait bon, mais elle pouvait voir la vérité dessous. Elle pouvait sentir le moment où Olivier l'avait frappée, écrire en elle chaque détail de ce qui venait de se passer en bas. Elle pourrait rester ici. Elle pourrait simplement rester dans cette salle de bain silencieuse, tandis que la vie continuait bruyamment ailleurs. Mais elle savait déjà qu'elle ne le ferait pas. Elle descendrait. Elle continuerait cette soirée. Elle rirait aux blagues appropriées et serait la femme que tout le monde croyait qu'elle était. Mais quelque chose avait changé en elle, quelque chose de fondamental et d'irréversible. Car dans ce moment précis, assise dans cette salle de bain, Emma comprit vraiment pour la première fois ce qu'elle tolérait. Et cette compréhension, aussi terrible soit-elle, devint le premier vrai pas vers quelque chose qui ressemblait à la survie. Les 3 jours suivants s'écoulèrent dans un cycle familier que Emma reconnaissait avec une précision angoissante. Olivier était tendre avec elle, non pas la tendresse d'avant la violence, mais celle qui venait après, délibérée, performative, presque entièrement transactionnelle. Il lui apportait son café au lit le matin. Il l'embrassait sur le front quand il partait travailler. Le soir, il lui achetait des fleurs qu'il déposait sur la table de la cuisine, comme si elles étaient une preuve de quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Emma avait lu assez de choses, entendu assez de conversations chuchotées entre amis, pour comprendre le nom de ce cycle. Mais le comprendre et le vivre étaient 2 choses différentes. Vivre signifiait accepter chaque geste de tendresse comme un paiement de dette qu'elle ne savait pas avoir contracté. « Tu m'aimes encore, oui ?» demanda Olivier le 4e jour, alors qu'ils étaient au lit. Sa voix avait cette qualité fragile, cette vulnérabilité performative qui rendait Emma confuse. Elle voulait dire non. Elle voulait dire que quelque chose en elle s'était cassé au moment où il avait frappé, et qu'aucune fleur ne pouvait réparer ça. Mais ce n'était pas ce qu'elle dit. Elle dit « Bien sûr », parce que dire autre chose aurait déclenché une conversation qu'elle n'avait pas la force d'avoir. Olivier se rapprocha d'elle, ses mains commençant à explorer son corps. Emma s'immobilisa. Elle n'avait pas envie. Elle n'en avait jamais envie à ce stade du cycle, mais refuser était compliqué. Refuser signifiait que quelque chose n'allait pas. Refuser signifiait qu'elle était froide, distante, qu'elle le punissait pour quelque chose. Elle ferma les yeux et laissa son corps devenir mécanique, une marionnette qu'elle observait de loin. Quand ce fut fini, Olivier sembla satisfait, et elle sentit une vague de culpabilité pour le soulagement qu'elle ressentait quand il roula sur le côté et s'endormit. Le lundi matin, Véronique l'appela. Emma reconnut la prudence dans sa voix immédiatement. « J'ai vu les photos du dîner sur Instagram », dit Véronique. Emma sentit son estomac se resserrer. Elle avait oublié que quelqu'un avait pris des photos. Elle avait oublié que les gens partageaient ces choses, que le moment humiliant qu'elle avait traversé avait été capturé, diffusé, regardé par des dizaines de personnes qui regardaient simplement en surface. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» continua Véronique, sa voix devenant plus aiguë, plus inquiète. Emma était assise à la table de la cuisine, l'ordinateur portable fermé devant elle,
et elle savait déjà qu'elle allait mentir. Le mensonge sortit d'elle comme quelque chose de vivant. C'était un accident. Je me suis cognée contre la porte du placard. Je suis maladroite. Le silence à l'autre bout de la ligne fut long. Emma pouvait entendre Véronique respirer, calculant, décidant si elle devait continuer à pousser ou laisser tomber. Elle laissa tomber, mais sa voix, quand elle parla à nouveau, était différente, plus distante. « Emma, ce n'est pas normal. » Et puis Véronique raccrocha, pas brutalement, juste fermement, comme si elle fermait une porte que Emma venait de lui claquer au visage. Emma posa le téléphone sur la table et regarda l'ordinateur portable fermé. Ce soir-là, quand Olivier était à une réunion professionnelle, elle l'ouvrit et tapa dans Google « Comment partir de son mari ?» Elle attendit que la page charge, son cœur battant comme si elle faisait quelque chose de criminel. Les résultats apparurent. Des articles, des forums, des organisations d'aide. Elle cliqua sur plusieurs, parcourant rapidement, absorbant des informations qu'elle n'était pas sûre de vouloir. Avocat, séparation de biens, ordonnance de restriction. Tout cela semblait appartenir à quelqu'un d'autre, à une femme plus brave, plus lucide. Elle supprime l'historique de navigation avec des mains qui tremblèrent légèrement, sachant qu'Olivier ne regarderait probablement pas, mais incapable de prendre le risque. Elle ferma l'ordinateur. Le jeudi soir, Olivier rentra et la trouva assise à la table du salon, l'ordinateur portable ouvert. Il n'était pas en train de naviguer. Elle était simplement là, vide. Il s'arrêta net en la voyant. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, sa voix changeant imperceptiblement, prenant cette qualité qu'Emma avait appris à redouter. Elle leva les yeux, et dans ce moment, elle sut qu'elle ne pouvait pas mentir assez vite, assez bien. Juste, du travail, de la recherche pour un projet personnel, dit-elle, sachant même en parlant que c'était faible. Olivier s'approcha et referma brutalement l'écran. « Quel genre de projet ?» demanda-t-il, et il y avait quelque chose de dangereusement calme dans sa voix. Emma sentit son estomac se nouer. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle lisait des articles sur la façon de partir. Elle ne pouvait pas lui dire que l'idée avait commencé à prendre forme, que même si elle n'était pas encore capable d'agir, elle ne pouvait pas arrêter de penser. « Un blog peut-être ?» dit-elle, produisant une excuse qu'elle espérait plausible. « Quelque chose sur le bien-être. » Olivier la regarda longtemps, cherchant ce qu'elle cachait dans ses yeux. Elle força son expression à rester neutre, vide. Finalement, il se détourna. « Bien. Mais je ne veux pas que tu perdes du temps sur des choses inutiles. Tu comprends ?» Emma hocha la tête. Elle comprenait. Elle comprenait beaucoup de choses maintenant qu'elle aurait préféré ne pas comprendre. Le jour suivant, Emma prit son téléphone et appela Chantal, sa thérapeute, la première fois en 2 ans. Olivier détestait qu'elle aille en thérapie. Il disait que c'était de l'autocomplainte, que parler de ses problèmes à un étranger était une trahison, que si elle avait besoin de parler, elle devrait lui parler. Mais elle appela quand même, prenant la rendez-vous pour une semaine plus tard, quand Olivier serait en déplacement professionnel. Elle n'avait pas de plan précis. Elle n'avait que la sensation croissante que si elle restait immobile plus longtemps, quelque chose en elle, quelque chose d'essentiel, allait mourir complètement et elle ne serait plus capable de le ressusciter. Ce soir-là, elle se coucha à côté d'Olivier et regarda le plafond dans l'obscurité. Elle pensa à la femme qu'elle avait été avant tout cela. Elle pensa à ses rêves, des choses petites et ordinaires, comme voyager seule, reprendre ses études, peindre. Elle pensa à comment, très graduellement et sans qu'elle ne le remarque vraiment, tous ces petits rêves avaient disparu, remplacés par un seul rêve fragmentaire, survivre à demain. Olivier ronflait doucement à côté d'elle, complètement inconscient de sa présence, ou peut-être simplement indifférent à celle-ci. Et Emma comprit quelque chose de fondamental. Elle avait construit une prison si serrée autour d'elle-même, avec ses propres mensonges et ses propres compromis, que même si la porte s'ouvrait, elle ne serait probablement pas capable de marcher dehors. Mais c'était un problème pour une autre nuit. Pour l'instant, elle resta simplement allongée là, écoutant son cœur battre dans le silence, et elle attendit que le lendemain arrive. L'épicerie était presque vide à 14h un mercredi. Emma y allait délibérément à cette heure-ci, quand les autres femmes avec leurs enfants et leurs listes de courses occupées n'étaient pas encore là. Elle pouvait respirer ici, se déplacer sans avoir à justifier sa présence. Elle était dans l'allée des produits frais, cherchant des tomates, quand elle entra en collision avec un carton que quelqu'un avait laissé traîner. Ce fut un petit contact, rien de dramatique. Mais quelque chose en elle,
Quelque chose qui avait été tendu et serré pendant des jours se rompit d'un coup. Les tomates tombèrent de ses mains. Elle s'agenouilla pour les ramasser, et les larmes commencèrent. Elles n'étaient pas des larmes silencieuses et contrôlées. C'était une crise complète, le genre qu'elle n'avait pas autorisé à elle-même depuis le dîner d'anniversaire. Son corps tremblait. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Un homme s'arrêta à côté d'elle. Elle ne le reconnut pas immédiatement, trop perdue dans ses propres sanglots pour vraiment le voir. Il lui offrit une serviette en papier d'une boîte qu'il tenait à la main. « Ça va » demanda-t-il, sa voix douce et sans jugement. Emma secoua la tête, incapable de parler. L'homme l'aida à ramasser les tomates et l'accompagna à une petite banquette près de l'entrée de l'épicerie. Il lui apporta un verre d'eau du distributeur. Elle but, se sentant stupide, humiliée, déchirée, ouverte en public. L'homme s'assit à côté d'elle, pas trop près, pas assez près pour être inconfortable. Il attendit simplement qu'elle soit capable de parler. « Désolée », dit Emma finalement, utilisant la serviette pour nettoyer son visage. L'homme fit un geste comme si ce n'était rien. Il était d'âge moyen, 45 ans peut-être, avec un visage qui avait l'air usé mais doux. Il ne cherchait pas à la connaître. Il ne posait pas de questions. « Je suis Maxime », dit-il simplement. « Et tu n'as pas besoin d'être désolée. » Emma ne donna pas son nom. Elle ne voulait pas créer de connexion formelle avec quelqu'un qui venait de la voir à son moment le plus faible. Mais Maxime continua à parler doucement, sans insister. Il dit qu'il travaillait dans une maison d'accueil, qu'il voyait beaucoup de gens passant par des choses difficiles, qu'il comprenait que parfois les cartons dans les épiceries étaient le dernier truc qui rompait le contrôle qu'on maintenait. Il ne dit rien sur son œil. Il ne dit rien qui la forcerait à mentir ou à s'expliquer. Quand Emma fut capable de partir, Maxime lui donna un numéro de téléphone écrit sur un petit morceau de papier. « Si tu as besoin d'aide un jour, n'importe quel jour, peu importe l'heure, » dit-il. Emma prit le papier, consciente qu'il représentait quelque chose. Une sortie, peut-être, ou juste une ligne de vie que quelqu'un d'autre avait lancée pour voir si elle était assez forte pour la saisir. Elle le glissa dans la poche de son manteau sans vraiment l'examiner. Elle rentra à la maison avec ses courses, le cœur étrangement plus léger. Ce soir-là, seule dans la maison pendant qu'Olivier était au travail, Emma prit le petit morceau de papier et le glissa dans un livre de poésie qu'elle avait acheté des années auparavant et ne lisait plus. C'était un vieux recueil de Baudelaire, poussiéreux et oublié sur une étagère de la bibliothèque. Elle cacha le numéro entre les pages, comme si elle cachait un secret d'une importance capitale. Et en un sens, c'était le cas. Elle avait maintenant une issue. Elle avait une main tendue. C'était minuscule, fragile comme du verre, mais c'était quelque chose. Cette nuit-là, quand Olivier rentra tard, sentant la bière et les cigarettes d'un collègue, il remarqua qu'elle était différente. Il demanda ce qu'elle avait fait toute la journée. Elle dit qu'elle avait fait les courses, qu'elle était allée se promener, rien de spécial. Il accepta sa réponse sans la questionner davantage, préoccupé par sa propre journée, par une présentation qui n'avait pas bien marché, par quelque chose ou quelqu'un d'autre qui occupait son attention. Emma mangea le dîner qu'elle avait préparé, écouta ses plaintes, fit les gestes appropriés de compassion. Mais quelque part en elle, quelque chose avait changé de manière subtile, mais irréversible. Elle avait un secret maintenant. Elle avait une sortie. Et pour la première fois depuis longtemps, quand elle se coucha ce soir-là, elle dormit sans cauchemar. Son sommeil était profond et sans rêve, et quand elle se réveilla le lendemain matin, elle sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, si fragile qu'il aurait pu disparaître avec la moindre perturbation, mais assez réel pour lui faire sentir qu'elle n'était pas complètement perdue. « Il y a une application pour ça », dit Isabelle en passant son téléphone à Emma. Elles étaient assises au café, loin du quartier où Olivier pouvait les voir. Isabelle travaillait dans le secteur financier et connaissait tous les trucs pour garder de l'argent hors de portée des regards indiscrets. L'application créait un compte bancaire entièrement digital, sans relevé papier, sans notification SMS que quelqu'un d'autre pouvait voir. « Personne ne saura », dit Isabelle, et Emma téléchargea l'application avec un sentiment de culpabilité qui la surprit. Créer un compte secret était un acte de trahison, ou du moins c'est ce qu'Olivier lui avait appris à penser. Mais quelque chose en elle savait que c'était un acte de survie. Elle commença à vendre. D'abord, des choses petites et sans valeur, des livres qu'elle n'avait jamais aimés, une bague vintage d'Olivier avait autrefois offerte et qu'elle ne portait plus. Sur une application de seconde main, ces objets trouvèrent des acheteurs, et l'argent s'accumulait lentement dans son compte secret. 100 €. 200. Pas grand-chose, mais c'était Hers. C'était à elle seule.
Mercredi suivant. Cabinet de Chantal, sa thérapeute. La première séance en 2 ans. Emma s'était assise sur le canapé bleu, le même canapé où elle s'était assise des centaines de fois avant Olivier, avant le cycle, avant l'œil au beurre noir. Chantal l'avait écouté raconter les détails avec la patience professionnelle qu'Emma avait payée pour avoir. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle ne minimisait pas. Cette fois, elle disait les choses exactement comme elles étaient. « Tu as repris les séances en cachette ?» demanda Chantal, et il y avait quelque chose comme de la fierté dans sa voix. C'est du courage, mais c'est aussi du risque. Emma savait qu'elle parlait du risque si Olivier le découvrait. Mais elle continua de toute façon. Chaque semaine, quand Olivier pensait qu'elle était à un cours de yoga inexistant, elle était dans ce cabinet, en train de dire les choses qu'elle n'avait jamais autorisé à elle-même de dire à haute voix. L'escalade vint un vendredi soir. Olivier remarqua la facture de sa carte de crédit, celle qu'il ne surveillait pas habituellement, celle qu'elle utilisait rarement. Une charge de 50 € pour une ligne d'aide aux femmes battues. Les informations qu'elle avait commandées, simplement pour les lire, simplement pour savoir qu'il existait des options. Olivier l'avait trouvée, assise au bureau, en train de lire un article sur les recours juridiques. Son visage changea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, brandissant la facture. Emma sentit son corps se préparer instantanément au combat. Elle savait reconnaître ce ton. Elle savait reconnaître le moment juste avant. C'était juste. « De l'information !» dit-elle, mais c'était trop tard. Olivier s'avança, la saisit par le poignet. Sa main était forte, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. « Tu penses vraiment pouvoir t'enfuir ?» dit-il, sa voix devenant dangereusement calme. « Tu n'es rien sans moi, tu comprends ? Rien. » Il la secoua une fois, violemment, puis la relâcha. Emma tomba sur la chaise, son poignet brûlant. Elle ne cria pas. Elle savait mieux que de crier. Elle se fit simplement petite, attendant qu'il se détourne. Quand il partit, elle alla à la salle de bain et regarda la marque rouge que ses doigts avaient laissée. Elle prit des photos avec son téléphone. Preuve, documentation, fait objectif que cela s'était réellement passé. Le lendemain matin, elle appela la thérapeute et demanda un rendez-vous en urgence. Elle alla au cabinet et montra les photos. Chantal vit les marques et son expression devint grave. « Tu as besoin d'une aide légale. »« Pas demain, maintenant. » Elena, l'avocate que Chantal lui recommanda, était une femme d'une 50aine d'années avec un visage qui avait vu beaucoup de choses. Elle écouta Emma expliquer les années. Les mots cruels, les contrôles financiers, les coûts. Elle prit des notes, posa des questions précises, n'offrit pas de sympathie, mais quelque chose de mieux. Un plan. Divorce, ordonnance de restriction, droits au logement. Les mots semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. « Vous devez documenter tout, » dit Elena. « Chaque incident. Prenez des photos, gardez des messages. » Ce soir-là, Emma fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle demanda à Olivier où il était, quand il rentrerait. Elle photographia chaque bleu sur son corps. Elle téléchargea tous les messages abusifs dans un dossier séparé. Elle fit une copie de ses documents importants, passeport, acte de mariage, dossier financier. Elle les garda dans un sac caché à l'arrière de la penderie. Olivier sentit le changement. Il devint plus protecteur, plus possessif, plus violent dans ses paroles. « Je sais ce que tu fais », dit-il un soir. « Et ça ne va pas marcher. » Mais Emma savait maintenant quelque chose qu'elle avait oublié de savoir. Elle savait qu'il avait peur. Et la peur, c'était son point d'entrée vers la liberté. Mercredi matin. Le cabinet d'Elena sentait la vieille bois et le papier. Emma était assise face à un contrat de divorce que la femme avait préparé avec une efficacité froide. Les mots n'avaient pas l'air réels. Séparation des biens, pension alimentaire, droit de résidence. C'était comme lire quelqu'un d'autre vie écrite en langage juridique. « Vous êtes sûre ?» demanda Elena, même si elle avait déjà posé la question 3 fois. Emma hocha la tête sans parler. Parler rendrait tout trop réel. « Je vais vous expliquer le processus », continua Elena. Les yeux d'Emma glissèrent sur les documents. Elle entendit « ordonnance de restriction » et 2 semaines et « témoignage ». Mais les mots restaient à distance, comme s'ils passaient à travers du verre. Jeudi soir, chez sa mère. Emma n'avait pas prévu de le dire ce soir. Elle était venue pour dîner, comme elle le faisait chaque jeudi depuis 20 ans. Mais quand sa mère, Chantal, la même mère qui avait ri au dîner d'anniversaire,
demanda comment allait Olivier. Quelque chose se cassa en elle. « Je le quitte », dit Emma. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-air. La soupe refroidit dans les bols. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Chantal, et sa voix avait cette qualité gênante de quelqu'un qui cherche à se laver les mains avant même qu'une question n'ait été posée. Emma regarda sa mère. Vraiment la regarda. Pour la première fois, peut-être en années. « Tu riais, maman. Ce jour-là, tu riais quand il a dit qu'il m'avait frappé. » Le silence qui suivit fut différent du silence de la table du dîner d'anniversaire. Celui-ci était chargé. Chantal posa sa fourchette lentement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Emma ?»« Non, » dit Emma. Elle n'était pas capable de pardon maintenant. Pas quand elle avait besoin de chaque once de force pour marcher vers la sortie. Mais sa mère l'aida quand même. Elle trouva un appartement, petit, temporaire, financé par une association d'aide aux femmes. Elle prit des photos des bleus qu'Emma avait documentées. Elle promit de témoigner si nécessaire. Et quand Emma demanda si elle pouvait rester quelques nuits, Chantal dit oui sans hésiter, comme si elle effaçait des années de silence en une seule action. Véronique aussi fut mise au courant. Elle arriva chez la mère d'Emma avec des cartons et une expression farouche. « On te trouve un endroit », dit-elle simplement. Une semaine plus tard, elles avaient une liste de 3 appartements. Une semaine après, Emma avait signé un contrat de location pour un studio dans le 6e arrondissement. 40 mètres carrés qui lui appartenaient. Pendant ce temps, Emma continuait à documenter. Elle photographiait chaque bleu nouveau qui apparaissait, une échymose à l'intérieur du bras après une dispute sur les factures, une marque sur le cou après une nuit où Olivier avait perdu le contrôle. Elle gardait les messages textes où il l'appelait inutile et stupide. Elle consultait secrètement des avocats. Elle planifiait son départ avec la précision d'une femme qui savait que chaque détail importait. Olivier sentit le changement dans l'air. Il devint plus attentif, plus jaloux, posant des questions sur chaque sortie. « Où tu vas ? Avec qui ?» Emma mentait sans broncher maintenant, une compétence qu'elle avait perfectionnée. Elle disait qu'elle allait à du yoga, à des courses, voir une amie. Il vérifiait ses messages, examinait son compte bancaire pour les transactions, mais elle était plus maligne maintenant. L'application bancaire cachée, un téléphone secondaire qu'elle gardait à l'épicerie locale, dans un casier. Les mensonges qui sonnaient vrais parce qu'ils l'étaient partiellement. Puis un jeudi, une semaine avant la date qu'Helena avait fixée pour le dépôt officiel du divorce, Emma écrivit une lettre. Elle la garda pliée dans son sac pendant 3 jours, la relisant, cherchant les bons mots. Finalement, elle décida qu'il n'y avait pas de bons mots. Il y avait juste la vérité, écrite simplement. Ce n'était pas une leçon pour moi. C'était une leçon pour vous tous. Elle pensa à la laisser sur le lit. Elle pensa à la laisser à la table de la cuisine. Finalement, elle décida de la poster sur le miroir de la salle de bain, le même endroit où elle s'était maquillée ce jour maudit, le jour de son anniversaire. Et puis, Emma ferma la porte de sa maison conjugale pour la dernière fois. Le studio l'attendait. Helena attendait. Véronique et Chantal attendaient. Maxime attendait, même s'il ne savait pas qu'il attendait. Elle ne regarda pas en arrière. Le silence du studio la réveilla le premier matin. Emma ouvrit les yeux dans l'obscurité, attendant, sans savoir quoi. Le bruit des pas d'Olivier dans le couloir. Sa voix. Quelque chose. Mais il n'y avait que le silence. Elle était seule. Vraiment, complètement seule. Elle se coucha là pendant 1 heure, écoutant la respiration de son propre corps, sentant son cœur battre contre ses côtes. C'était terrifiant. Son téléphone commença à vibrer jeudi soir. Olivier appelait, puis il envoyait des messages. D'abord doux, « Reviens, on peut en parler ». Puis menaçant, « Tu vas le regretter ». Elle changea de numéro avec l'aide de Maxime, qui connaissait quelqu'un qui savait comment faire. Le nouveau téléphone arriva dans une boîte blanche, anonyme. Quelques heures plus tard, Olivier avait le numéro. Elle ne savait pas comment. Elle changea à nouveau. C'est à ce moment que la peur vraie commença. Pas la peur qu'elle connaissait, celle d'attendre la violence. Une peur différente. La peur de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle continuait à faire. La peur que peut-être elle exagérait, que peut-être elle était la méchante dans cette histoire. La dépôt de plainte au commissariat fut une humiliation d'un genre différent. Emma s'assit dans une petite pièce grise, face à un officier qui prit note sans lever les yeux. Elle dut raconter les coups, les menaces, les bleus. Elle montra les photos.
Les détails semblaient petits une fois dits à voix haute, mineurs même. L'officier hocha la tête comme s'il avait entendu 1000 histoires comme celle-ci. Peut-être l'avait-il fait. Une ordonnance de restriction fut émise. Olivier ne pouvait pas l'appeler, la contacter, s'approcher à moins de 300 mètres. Sur le papier, ça semblait protecteur. En réalité, ça semblait impossible à faire respecter. Véronique l'entraîna dehors parce qu'Emma avait commencé à avoir peur de quitter l'appartement. D'abord, juste une marche jusqu'à la boulangerie. Puis plus loin. Au parc, au café, une exposition d'art. Chaque sortie était une petite victoire. Chaque sortie sans voir Olivier était une preuve qu'elle pouvait survivre à la vie d'après. La thérapie intensiva commença. Elena l'avait recommandée. Pas Chantal, la thérapeute antérieure, mais quelqu'un de neuf, spécialisé dans les traumas conjugaux. Son nom était Michel. Il parlait peu, écoutait beaucoup. Emma avait l'habitude des gens qui offrèrent des réponses. Michel offrait juste du silence, du temps, et la possibilité de se demander à haute voix si elle était folle. « Est-ce que j'exagère » demanda-t-elle un jour. « Est-ce qu'il était vraiment si terrible » Michel posa simplement sa stylo sur ses notes. « Il t'a frappé, il t'a isolé, il t'a contrôlé. Ce que tu décris, c'est de l'abus. Ce n'est pas une question de degré. » Elle trouva du travail. Freelance d'abord, flexible, sans engagement. Une petite agence de communication qui avait besoin d'aide pour des projets courts. 15 heures par semaine. Pas beaucoup, mais assez pour payer le loyer. Assez pour sentir qu'elle construisait quelque chose. Une nuit, allongée dans son lit étroit du studio, écoutant la pluie contre la fenêtre, Emma pleura. Pas de rage cette fois, de soulagement. Un soulagement si profond qu'il lui fit mal. Elle avait survécu. Elle était vivante. Elle était libre, même si libre ressemblait à seule, pauvre, effrayée. Elle était libre quand même. Les pensées à Olivier diminuèrent graduellement. Au début, elle pensait à lui 20 fois par jour, puis 10, puis quelques. 4 mois après son départ, elle réalisa qu'une journée entière s'était écoulée sans qu'elle pense à lui du tout. C'était un miracle si petit qu'elle n'en parla à personne. Un jour, en mai, elle signa un contrat pour un emploi à temps partiel permanent. 30 heures par semaine. Assurance maladie. Un salaire régulier. Elle loua son propre appartement. Un vrai, pas un studio temporaire. 2 pièces, avec une fenêtre qui donnait sur un jardin. Elle peignit les murs bleus. Elle acheta des draps blancs. Elle se coucha dans cette nouvelle chambre et pensa « Je suis en train de construire une vie. Et cette vie m'appartient. » La salle d'audience était plus petite qu'Emma n'avait imaginé. Grise, froide. Des chaises en bois dur, une estrade surélevée où le juge s'assiérait, un mur de dossiers qui sentèrent la poussière bureaucratique. Elena lui avait dit qu'il n'y aurait pas de jury, juste un juge civil et les papiers. Mais en entrant, Emma sentit son cœur frapper contre ses côtes comme s'il voulait s'échapper. Elle porta une robe bleue simple, pas de maquillage lourd, juste elle-même, réduite à l'essentiel. Olivier arriva 5 minutes plus tard. Il avait vieilli. C'était la première chose qu'elle remarqua. Ses cheveux avaient grisé aux tempes, son visage avait des rides qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vues. Il portait un costume bien coupé, une cravate soignée. Il jouait le rôle de l'homme respectable. En le voyant, Emma réalisa quelque chose qui la surprit. Elle n'avait plus peur de lui. Elle ne l'était pas restée. Il n'était plus la figure menaçante de ses cauchemars. Il était juste un homme, petit, vieillissant, paniqué. Le juge entra. Une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris, les yeux qui avaient vu 1000 histoires comme celle-ci. Elle hocha la tête à Elena et à l'avocat d'Olivier, puis elle regarda le dossier. « Madame Emma, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Vous allez témoigner d'abord. » Emma se leva. Elle s'avança vers la petite estrade face au juge. Elle s'assit. Elle prit serment de dire la vérité. Et puis elle parla. Elle parla du dîner d'anniversaire. Elle parla de l'œil au beurre noir. Elle parla sans dramatisation, sans émotion performée. Juste les faits. Il m'a frappée parce que j'avais dépensé trop d'argent pour le traiteur. C'était le premier coup, mais ce n'était pas le dernier. Elle énuméra les autres incidents. Les bleus documentés, les menaces, l'isolement. Elle montra les photos. Elle décrivit les nuits où elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle attendait la prochaine fois. Sa voix ne trembla pas. Elle était surprise par sa propre clarté. L'avocat d'Olivier contre-attaqua. Il demanda si elle exagérait.
Si elle n'avait jamais provoqué Olivier, si elle était sûre que ses souvenirs étaient exacts. Emma répondit à chaque question avec la même clarté tranquille. Oui. Non. Oui. Des mots courts et vrais. Puis Olivier témoigna. Il plaida non-culpabilité. Il dit qu'elle avait exagéré, qu'il l'avait frappée une fois par accident, qu'elle était instable et jalouse et manipulatrice. Il mentit mal. Son mensonge avait la texture fragile de quelque chose qui s'effondrerait sous scrutin. Le juge ne lui posa que quelques questions avant de se pencher en arrière, écrivant quelque chose dans ses notes. 3 heures plus tard, le jugement arriva. L'ordonnance de restriction fut confirmée. Olivier devait payer les dommages et intérêts, 1 000 € par mois pendant 2 ans. Pas beaucoup, mais assez pour que Emma sache que quelqu'un, quelque part, avait reconnu que ce qu'elle avait enduré était réel et quantifiable. En sortant du tribunal, Maxime l'attendait dehors. Il n'avait pas parlé pendant les procédures. Il avait juste assisté, silencieusement, de la rangée arrière. Quand Emma sortit, elle l'aperçut, et quelque chose en elle, une tension qu'elle ne savait même pas qu'elle tenait, se libéra. Elle marcha vers lui. Elle ne courut pas, ne dramatisa pas. Elle marcha simplement, et elle le regarda. « Ça va » demanda-t-il. « Ça va » dit Emma. Et c'était vrai. Ce n'était pas la victoire qui rend les gens fous de joie. C'était juste la clarté. La connaissance que quelqu'un d'autre, quelque part, avait validé que sa souffrance était réelle. Maxime et Emma allèrent manger dans un petit restaurant près du tribunal. Il ne posa pas de questions sur les détails du jugement. Il l'écouta parler, et quand elle eut besoin de silence, il lui donna le silence. Vers la fin du repas, il dit quelque chose de simple. « Je suis fier de toi. » Pas de héroïsme, pas de romance hollywoodienne, juste une reconnaissance tranquille de ce qu'elle avait fait. Cette nuit-là, chez elle, Emma appela sa mère. Chantal pleura en entendant la nouvelle, des larmes qui semblaient nettoyer des années de culpabilité. Elle demanda à venir le week-end suivant. Emma dit oui. Puis elle appela Véronique, qui cria de joie dans le téléphone, un son heureux qui résonna dans le petit appartement bleu. Emma se coucha ce soir-là et elle ne pensa pas à Olivier. Elle pensa à demain. Elle pensa à la vie qu'elle était en train de construire. Et elle sourit. Un sourire qui lui appartenait, qui n'était ni performé ni blessé. Juste un sourire vrai, discret, qui contenait tout ce chemin parcouru depuis ce dîner maudit. 18 mois après le tribunal. Emma était assise à un bureau dans une petite agence de communication, et c'était son bureau. Elle n'était pas directrice générale, n'était pas à la tête de quoi que ce soit. Elle était simplement employée, à temps plein, avec un salaire, des bénéfices, une 401K qu'elle ne comprenait pas tout à fait mais qui lui appartenait. Elle avait une vie. Pas la vie qu'elle avait imaginée avant Olivier. Quelque chose de plus vrai. Maxime venait dîner chez elle le vendredi. C'était devenu une routine. Elle préparait quelque chose de simple. Il mangeait, il parlait. Graduellement, sans date fixe ou confession dramatique, leur relation avait changé. Un jour, il l'avait embrassée quand elle le raccompagnait à la porte. C'était un baiser patient, comme si elle était quelque chose qui pouvait se casser. Elle ne s'était pas reculée. « Qu'est-ce que tu cherches » demanda Maxime un soir en mangeant des pâtes. « Dans la vie. Maintenant. » Emma réfléchit à la question. Avant, la réponse aurait été « seulement survivre à demain ». Maintenant, c'était différent. « Je veux peindre », dit-elle simplement. Et elle le fit. Elle transforma la 2e chambre de son appartement en atelier. Elle acheta des toiles et de la peinture acrylique. Elle peignait le soir après le travail, des couleurs abstraites, des formes sans sens, juste de l'émotion versée sur du tissu blanc. Elle n'était pas bonne, mais ça n'importait pas. C'était pour elle. Elle relut aussi. Elle prit le livre de poésie de Baudelaire de l'étagère et elle lut. Vraiment lut, pas juste en échappant à Olivier, mais en absorbant les mots. Elle voyageait seule. Elle prit un train à Lyon juste pour voir les fleurs. Elle revint chez elle, et elle se sentit vivante d'une manière qu'elle avait oubliée était possible. Chantal et Emma déjeunaient ensemble tous les 2 mardis maintenant. Leur relation avait été fracturée le jour du dîner d'anniversaire, mais elle la reconstruisait doucement, brique par brique. Un jour, Chantal demanda « Peux-tu me pardonner ?»« Je t'ai déjà pardonné, maman, » répondit Emma. Et c'était vrai. Pas un pardon complet, il y avait des plis dans cette relation qui resteraient toujours, mais un pardon suffisant pour continuer. Véronique l'approcha avec une idée 4 mois après le jugement. Elle avait sa propre histoire. Pas d'Olivier, mais un homme différent,
des blessures différentes qui résonnaient avec celles d'Emma. « Je veux créer une association, » dit Véronique. « Pour les femmes, pour les aider à partir. » Emma pensa à Maxime qui lui avait donné un numéro. Elle pensa à Elena qui lui avait montré les papiers légaux. Elle pensa à Michel qui l'avait écoutée se demander si elle était folle. Elle dit oui. Elle devint bénévole, puis consultante. Elle aidait les femmes à naviguer les papiers, les menaces, la peur. Elle reconnaissait leur regard. Ce regard de quelqu'un qui sait qu'elle doit partir, mais qui a peur de respirer en dehors de la prison qu'elle construit. Un jour, elle reçut un paquet légal. Olivier demandait une réduction des dommages. Il disait qu'il ne pouvait pas payer. Elena envoya une réponse ferme. Non. Olivier appela, violant l'ordonnance de restriction. Mais cette fois, Emma ne fut pas terrifiée. Cette fois, elle enregistra l'appel. Elle le montra à Elena, et l'ordonnance fut renforcée. Il n'appela plus. Maxime et Emma parlaient du futur, doucement, sans pression. Il ne l'avait jamais demandé en mariage. Elle n'était pas sûre qu'elle voulait jamais se marier à nouveau. Mais il existait dans sa vie, patient, discret, profondément humain. « Je ne veux pas me perdre à nouveau, » dit Emma un soir. « Tu ne te perdras pas, » répondit Maxime. « Tu as trop combattu pour ça. » En septembre, Emma repeint son appartement. Elle y avait choisi les couleurs elle-même, pas les neutres que décidait Olivier, pas la conformité, mais l'audace. Elle peignit la cuisine en jaune. Elle peignit la chambre en bleu profond comme celui de ses yeux. Elle peignit le salon en rose, un rose qu'elle aimait, pas un rose qu'on lui disait d'aimer. Elle regarda les murs secs et elle pleura. Pas de tristesse, de gratitude. Elle se tenait dans cette cuisine jaune, regardant par la fenêtre vers le jardin, et elle pensait à la fille qui était dans cette salle de bain le soir du dîner d'anniversaire. Elle pensait à la femme qui s'était maquillée pour cacher une blessure. Elle pensait au moment où elle avait compris qu'elle devait partir, et elle s'autorisait à être fière. Fière simplement d'avoir survécu, fière d'avoir construit quelque chose de nouveau. Fière de la vie qui était maintenant la sienne, imparfaite, ordinaire, complètement, totalement la sienne. 2 ans et demi après le dîner d'anniversaire, une soirée de gala organisée par l'agence où Emma travaillait. Clients importants, collègues en costume, catering élégant dans une galerie d'art du 7e arrondissement. Emma portait une robe rouge. Pas un rouge discret ou suggestif. Un rouge qui disait « Je suis ici, regardez-moi ». Elle avait choisi cette robe parce qu'elle l'aimait. C'était la seule raison dont elle avait besoin. Maxime était à ses côtés, vêtu simplement, une main légère au bas de son dos. Pas possessif, juste présent. Et puis elle le vit. Olivier était là, avec quelqu'un de neuf, une fille d'à peine 30 ans, vêtue d'une robe noire coûteuse, les yeux qui avaient cette qualité qu'Emma reconnaissait. Cette qualité de quelqu'un qui essayait de lire chaque expression pour savoir s'il était fâché. Emma observa Olivier en conversation. Charming, attentif, exactement comme il l'avait été avant de la frapper. Elle vit la fille se pencher vers lui avec une soumission qui fit mal à Emma de regarder. Mais la douleur n'était pas ce qu'elle avait redouté. C'était la douleur de la reconnaissance. C'était de voir son propre passé vivre sous la peau de quelqu'un d'autre. Olivier remarqua Emma. Ses yeux s'arrêtèrent sur elle, sur la robe rouge, sur Maxime, sur la manière dont elle tenait son verre, sur l'aisance avec laquelle elle était dans son propre corps. Elle vit quelque chose changer dans son expression. Pas de remords, de la panique. Il s'excusa auprès de sa compagne et il approcha. « Emma », dit-il, comme si c'était une salutation normale. Comme si 2 ans et demi de silence et d'ordonnance de restriction n'existaient pas. « Olivier », répondit-elle simplement. Elle ne sourit pas. Elle ne se défendit pas. Elle était juste là, entièrement elle-même. « Tu as bonne mine », dit-il. Et c'était une tentative d'établir une normalité qui n'existait plus. « Je suis heureuse », répondit Emma. « Merci de le demander. » Elle tourna vers Maxime, et elle prit son bras. Olivier regarda ce geste qui disait « Je suis prise et je suis contente de l'être », et il se détourna. Emma regarda Olivier retourner auprès de la fille en robe noire. Elle le vit lui toucher le dos de la même manière qu'il la touchait autrefois. Elle le vit cet homme continuer son cycle avec quelqu'un d'autre. Et elle laissa partir. Plus tard dans la soirée, Emma retrouva ses amis. Véronique était venue seule, énergique comme toujours. Elle parlait de 3 nouvelles femmes qu'elles avaient aidées le mois dernier. L'une d'elles avait quitté son mari et vivait maintenant dans un refuge, attendant de reconstruire sa vie.
Une autre avait gagné une ordonnance de restriction. Une troisième attendait encore, pas encore prête à partir. « Comment tu fais ?» demanda une des femmes du groupe. « Comment tu trouves le courage ?» Emma regarda la femme, jeune, terrifiée, mais présente. Emma réfléchit à la question. Le courage, c'était ce mot que tout le monde attendait d'elle. Le courage. Mais ce n'était pas ce qu'elle avait ressenti dans ce moment du dîner d'anniversaire, assise dans cette salle de bain. C'était de la peur. C'était de la rage. C'était de la survie. Ce n'était pas le courage au départ, dit Emma lentement. C'était juste le refus de mourir. Le courage, c'est venu après. Sa mère, Chantal, l'appela plus tard dans la semaine. Elle parlait régulièrement maintenant. Chantal voulait rencontrer pour un café. Quand elles se virent, Chantal prit la main d'Emma sur la table. « J'aimerais revenir en arrière et agir différemment ce soir-là, » dit Chantal, ses yeux remplis de larmes qu'elle ne cachait plus. Emma serra la main de sa mère. « Maman, j'aimerais aussi. Mais nous avons ce maintenant. C'est assez. » Et c'était vrai. Cette nuit-là, Emma était seule dans son appartement. Maxime était resté chez lui. Ils vivaient séparés, une décision qu'Emma avait prise parce qu'elle avait besoin de savoir qu'elle pouvait être seule sans mourir de peur. La nuit était silencieuse. Elle s'assit près de la fenêtre et elle regarda la rue. Elle pensa au dîner d'anniversaire. Elle pensa à l'œil au beurre noir. Elle pensa à la femme qui s'était maquillée pour cacher une blessure, à la femme qui avait souffert, à la femme qui avait ri du mauvais rire. Mais en pensant à tout ça maintenant, elle ne ressentit pas de douleur. Elle ressentit de la clarté. Elle ressentit la knowledge complète de ce chemin parcouru. Elle ressentit la connaissance que cette souffrance ne lui appartenait plus. Elle appartenait à l'histoire. Elle était du passé qui avait construit ce présent. Elle se regarda dans le reflet de la fenêtre, et elle sourit. Mais ce rire, oh, ce rire, c'était complètement le sien. C'était authentique. C'était la victoire d'une femme qui avait compris que la vraie force n'était pas de rester, mais de partir. Que la vraie liberté n'était pas l'absence de peur, mais la capacité à vivre malgré elle. Que la vraie vie était celle que tu construisais pour toi-même, avec tes propres mains, selon tes propres termes. Et dans ce moment, seule, libre, vivante, Emma rit vraiment. Un rire qui contenait tout. Un rire qui était la réponse à chaque moment de doute. Un rire qui était le commencement, pas la fin. Car elle savait maintenant, absolument et sans hésitation, que la meilleure vengeance n'était pas la revanche. C'était une vie bien vécue. C'était l'amour qu'elle se donnait à elle-même chaque jour. C'était la femme qu'elle était devenue. Et elle était magnificence. Emma a tourné la page. Ce n'était pas un final dramatique avec des feux d'artifice. Elle s'est simplement réveillée un matin dans un appartement qui était le sien. Elle a choisi sa propre vie, doucement, naturellement, sans fanfare. Et vous? Quel moment de cette histoire vous a vraiment touché? Était-ce le dîner d'anniversaire quand tout s'est cassé? Ou le moment où elle a décidé de partir? Peut-être le tribunal, ou ce rire final qui était complètement le sien? Si cette histoire vous a parlé, partagez-la. Dites à quelqu'un. Parce que chaque histoire de femme qui refuse d'abandonner mérite d'être entendue. Car vous écoutez ceci, et quelque part, une autre femme l'écoute aussi. Et elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Si vous vivez quelque chose de similaire, sachez qu'il existe toujours une sortie.